Le plaque en céramique. Hirta le fond de la poubelle avec un bruit qui résonna plus fortement dans mes os que dans les murs froids de cette cuisine. Mes mains tremblaient tandis que j'observais la nourriture que j'avais préparée avec tant d'amour gâché là, mêlée au reste d'écorces de fruits et de papier froissé. Juliette me fixait de ce regard de mépris que je connaissais si bien, les bras croisés, le menton levé dans une posture de supériorité qui me faisait sentir plus petite qu'une poussière. Chez nous, le maître de maison mange le premier. Madame attendra. S'il en reste, vous mangerez. Sinon, tant pis. Les mots sortirent de ses lèvres comme de lames acérées, chaque syllabe calculée pour blesser là où ça faisait le plus mal. À 72 ans, après une vie entière dédiée au sacrifice et à un amour inconditionnel, je me trouvais là, chez mon propre fils, traité comme une intruse, comme un fardeau que personne ne voulait porter. Je ne pleurais pas. Il y a longtemps que j'avais perdu la capacité de verser des larmes pour ma propre souffrance. J'avalais ma salive, forçais un sourire tremblant sur mes lèvres, et m'éloignais de cette cuisine qui avait été mon refuge, mais qui s'était transformée en champ de bataille. Je marchais jusqu'à la véranda, m'assis sur la chaise en plastique décolorée sous la faible lumière de la lampe, et essayais de tromper ma faim grandissante avec des souvenirs de temps meilleurs. Comment en étais-je arrivé là? Comment une femme qui avait dédié sa vie entière à son fils, qui avait sacrifié ses propres rêves et besoins pour le voir grandir et prospérer, était-elle devenue une ombre indésirable dans sa propre famille? La question résonnait dans mon esprit tandis que mon estomac gargouillait, implorant une nourriture qui n'arriverait peut-être pas ce soir-là. Mon nom est Carmen, et voici l'histoire de comment j'ai découvert qu'à 72 ans, il restait encore des chapitres à écrire dans ma vie. Des chapitres dont je n'aurais jamais imaginé l'existence, mais qui se révéleraient les plus importants de tout mon parcours. 20 ans auparavant, lorsque Michel était encore vivant, notre maison était un véritable foyer. Petite, simple, mais pleine d'amour et de respect mutuel. Nous avons élevé Henri ensemble, avec beaucoup d'efforts, beaucoup de dévouement. Michel travaillait dans le bâtiment, je m'occupais de la maison et faisais des retouches pour compléter nos revenus. Nous n'avions pas grand-chose, mais le peu que nous avions était à nous, conquis avec sueur et dignité. Henri était un garçon doux, affectueux, toujours soucieux de m'aider. Je me souviens comment il courait vers moi en rentrant de l'école, comment il me serrait fort dans ses bras et me racontait sa journée. Il était ma fierté, mon espoir d'un avenir meilleur. Il a beaucoup étudié, a obtenu son diplôme d'ingénieur, a trouvé un bon emploi. Lorsque Michel est mort, il y a 8 ans, d'une crise cardiaque soudaine, Henri a été mon réconfort, mon soutien. Maman, vous n'avez à vous inquiéter de rien. Je vais toujours prendre soin de vous, m'a-t-il dit le jour des funérailles, me tenant les mains avec tendresse. Et j'y ai cru. Comment ne pas croire en le fils que j'avais élevé avec tant d'amour? Mais ensuite est arrivée Juliette. Ils se sont rencontrés 2 ans après la mort de Michel. Elle était belle, bien habillée, avec une assurance impressionnante. Elle travaillait dans un bureau, gagnait bien sa vie, avait sa propre maison. Au début, elle m'a semblé une bonne fille. Henri était amoureux, et je me réjouissais de le voir heureux à nouveau. Après le deuil de son père, il méritait de trouver quelqu'un de spécial. Le mariage a été discret, seulement la famille proche. Juliette me souriait ce jour-là, m'appelait ma chère belle-mère, parlait de comme il serait agréable d'avoir une famille unie. Je me suis sentie pleine d'espoir. Je pensais que j'aurais enfin une fille, quelqu'un avec qui je pourrais partager les joies et les soucis de la vie. Comme je me trompais, la transformation a été graduelle, presque imperceptible au début. De petits commentaires sur mon âge, sur comment je mettais du temps à comprendre les choses. Des regards impatients lorsque je posais des questions. Des soupirs exagérés lorsque j'essayais de participer aux conversations. Henri ne s'en rendait pas compte, ou faisait semblant de ne pas s'en rendre compte. Il était aveuglé par la passion, sourd aux signes qui se multipliaient autour de lui. Quand j'ai dû quitter ma petite maison, l'hypothèque était trop lourde pour ma pension de veuve. C'est Juliette qui a suggéré que j'aille vivre avec eux. C'est la chose à faire, a-t-elle dit, avec ce sourire fin qui commençait déjà à m'agacer. La famille, c'est la famille, n'est-ce pas, belle-mère? J'ai déménagé chez eux un matin de septembre. C'était une belle maison, spacieuse, avec un jardin à l'arrière, et une décoration moderne qui intimidait. Chaque objet semblait avoir sa place exacte. Chaque meuble était positionné avec une précision millimétrique.
C'était l'opposé de mon ancienne maison, où les choses avaient une âme, une histoire, où chaque coin gardait des souvenirs précieux. Vous pouvez rester dans la petite chambre du fond, m'a dit Juliette, me guidant vers une petite pièce exiguë, qui ressemblait plus à un débarras qu'à une chambre. C'est plus calme, vous aurez votre intimité. Intimité. Quel mot cruel, lorsqu'il est utilisé pour dissimuler l'exclusion. Les premiers mois ont été difficiles, mais je m'adaptais. J'essayais d'être utile. J'aidais au nettoyage, au jardin. Je préparais des repas quand je le pouvais. Mais chaque jour qui passait, je sentais l'espace se rétrécir autour de moi. Juliette a commencé à établir des règles tacites, des limites invisibles que je ne découvrais que lorsque je les dépassais. Je ne pouvais pas aller dans la cuisine sans permission. Je ne pouvais pas regarder la télévision dans le salon quand elle était à la maison. Je ne pouvais pas recevoir de visites. Je ne pouvais pas. Ma vie est devenue une succession d'interdictions silencieuses, de regards désapprobateurs, de soupirs exaspérés. Et Henri, mon cher fils, semblait vivre dans une bulle, ignorant ce qui se passait autour de lui. Il entrait du travail fatigué, mangeait en silence, mettait ses écouteurs, et se réfugiait dans son monde virtuel. Lorsque j'essayais de lui parler de petits désagréments, il me disait « Maman, vous exagérez. Juliette est une bonne personne. Elle a juste une façon plus pratique de gérer les choses. » Pratique. Quel mot élégant pour désigner la cruauté. Les semaines se sont transformées en mois, et les mois en une routine d'humiliation quotidienne. Juliette avait développé un art raffiné de me rabaisser sans utiliser de mots explicites. C'était un sourire condescendant lorsque je faisais un commentaire. C'était un roulement d'yeux lorsque j'entrais dans la pièce. C'était un changement soudain de sujet lorsque j'essayais de participer à une conversation. Mais c'était à table qu'elle exerçait son pouvoir le plus cruel. Il y avait toujours assez de nourriture dans la maison. Mais Juliette avait établi une hiérarchie alimentaire non déclarée. Elle et Henri mangeaient les premiers, toujours. Je devais attendre, toujours. S'il restait quelque chose, je pouvais manger. Sinon, tant pis. Au début, il en restait. Mais petit à petit, les portions ont diminué. Les restes sont devenus rares. Je commençais à avoir faim, littéralement. Mon corps, déjà fragile avec l'âge, a commencé à dépérir. Mes vêtements sont devenus amples, mon visage creux, mon énergie de plus en plus faible. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés à cette nuit fatidique, où j'ai finalement osé essayer de me servir en même temps que les maîtres de maison. C'est ainsi que ma nourriture a fini à la poubelle, avec le dernier vestige de ma dignité. Après cette nuit-là, les choses ont empiré drastiquement. Juliette a décidé que la subtilité n'était plus nécessaire. Elle a installé un cadenas sur le réfrigérateur. Oui, un cadenas, comme si j'étais une voleuse dans ma propre famille. Les repas qui m'étaient permis se sont réduits à du pain sec et du thé faible. Quand il y avait du thé, j'ai commencé à maigrir de façon visible. Mes forces me manquaient pour les tâches les plus simples. Certains matins, j'arrivais à peine à me lever du lit. Mais ce qui me blessait plus que la faim, c'était le silence d'Henri. Il voyait, impossible qu'il ne voie pas. Mais il restait silencieux, neutre, comme un observateur impartial de ma lente destruction. Un après-midi, alors que j'essayais de m'occuper des rosiers du jardin, une des rares activités que Juliette me permettait encore, j'ai senti le monde tourner autour de moi. Le sol s'est rapidement rapproché de mon visage, puis tout est devenu noir. Je me suis réveillé dans un lit d'hôpital avec des perfusions dans le bras, et un infirmier gentil qui m'offrait de l'eau. Madame a fait un malaise dû à la malnutrition et à la déshydratation, a-t-il expliqué d'une voix douce. Quand avez-vous pris un repas complet pour la dernière fois? Je n'ai pas su répondre. J'avais perdu le compte des jours passés à ne manger que des miettes. C'est alors que tout a changé. Une assistante sociale est apparue à côté de mon lit, une jeune femme au regard déterminé et à la voix ferme. Madame Carmen, j'ai besoin de vous poser quelques questions sur votre situation à la maison. Les questions étaient directes, sans détour, sur la nourriture, sur les soins, sur le traitement. J'ai répondu honnêtement, sans dramatiser, en relatant simplement les faits. Henri est arrivé 2 heures plus tard, les yeux rouges et une expression que je n'avais pas vue depuis des années, une culpabilité réelle. « Maman » a-t-il dit, la voix étranglée. Pardonne-moi, je ne savais pas que c'était aussi grave. J'ai échoué avec vous. J'ai regardé mon fils, cet homme de 40 ans qui avait été un jour mon enfant affectueux.
et j'ai ressenti un mélange d'amour et de tristesse, difficilement exprimable. Il n'y avait pas de colère dans mon cœur. Il y avait, oui, une profonde fatigue et une clarté cristalline sur ce qui devait arriver. Si vous avez suivi des histoires comme celle-ci, des histoires de réussite et de renaissance même dans les situations les plus difficiles, restez avec nous pour découvrir comment parfois les fins les plus improbables peuvent être les plus transformatrices. L'assistante sociale, qui s'appelait Marianne, m'a expliqué l'existence d'un foyer humanisé pour personnes âgées dans la ville. Ce n'est pas une maison de retraite traditionnelle, a-t-elle dit. C'est une maison petite, avec seulement 15 résidents. Madame aurait sa propre chambre, ses repas garantis, des activités, de la compagnie. Et surtout, elle retrouverait sa dignité. Le mot dignité a résonné dans ma poitrine comme une cloche qui ne sonnait plus depuis longtemps. Mais puis-je choisir? Et je demandai, ne croyant toujours pas qu'il y avait des options pour quelqu'un comme moi. Bien sûr que oui, la décision vous appartient entièrement. Henri a tenté de protester. Maman, il n'est pas nécessaire que ça se passe ainsi. Nous allons parler à Juliette. Nous allons régler ça à la maison. Mais sa voix était faible, sans conviction. Il savait au fond qu'il ne pourrait pas changer la situation. Il était trop faible pour affronter sa femme, trop faible pour me protéger. Et j'étais devenue trop forte pour accepter des miettes. J'accepte et je dis, regardant directement dans les yeux de l'assistante sociale, je veux aller au foyer. Le transfert a eu lieu une semaine plus tard. Juliette n'est pas venue pour faire ses adieux. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne. Henri m'a aidé à transporter mes quelques effets personnels, pleurant en silence. Avant de monter dans la voiture qui allait me conduire vers ma nouvelle vie, j'ai pris ses mains dans les miennes. Fils, et je dis doucement, je te pardonne. Mais pardonner ne signifie pas que je vais recommencer à accepter moins que ce que je mérite. Tu es toujours mon fils, et tu le seras toujours. Mais maintenant, j'ai besoin de prendre soin de moi. Il a acquiescé, incapable de parler. Le foyer Saint-François était exactement ce que Marianne avait décrit. Une grande maison accueillante, avec des jardins bien entretenus, des salons confortables, et une ambiance qui respirait le respect. J'ai été accueilli par la coordinatrice, Madame Ruth, une femme de 60 ans aux yeux bienveillants et au sourire sincère. Carmen, bienvenue dans votre nouvelle maison, a-t-elle dit, en me montrant ma chambre. Elle était petite, mais elle était à moi. Elle avait une fenêtre qui donnait sur le jardin, un lit confortable, une armoire pour mes vêtements, et une petite table où je pouvais placer mes photos. Plus important que tout cela, elle avait une clé. Je pouvais la verrouiller quand je voulais de l'intimité, et personne ne remettrait ce droit en question. Les premiers jours ont été consacrés à l'adaptation. J'ai rencontré les autres résidents, Monsieur Antoine, veuf et comptable retraité, Madame Lourdes, ancienne institutrice, Monsieur Jean, ancien menuisier, Madame Marie, couturière depuis 50 ans. Chacun avait son histoire, ses douleurs, mais aussi ses victoires et ses sagesses accumulées. La routine était simple et digne. Petit déjeuner à 7 heures, avec du pain frais, des fruits, du café au lait. Déjeuner à 11h30, toujours avec de la viande, des légumes, du riz et des haricots. Dîner à 6 heures, plus léger mais nutritif. Entre les repas, des activités 7, travaux manuels, jeux, lecture, télévision, entretien du jardin. Chacun participait selon son envie et ses capacités. Mais ce qui m'impressionnait le plus, c'était le respect. Nous étions traités comme des personnes ayant une histoire, une opinion, des droits. Nos besoins étaient satisfaits sans condescendance. Nos limites étaient respectées sans dramatisation. Nous étions vieux, oui, mais nous étions des êtres humains, à part entière. En quelques semaines, j'ai commencé à me transformer. Mon corps a retrouvé son poids et sa force. Mon visage a perdu son expression constamment préoccupée. J'ai recommencé à sourire, à rire, à participer aux conversations avec plaisir. J'ai découvert des talents que j'avais oubliés. J'ai recommencé à cuisiner, enseignant de vieilles recettes aux jeunes aides-soignantes. J'ai repris le broderie, créant de belles pièces qui étaient admirées par tous. J'ai commencé à raconter des histoires de mon enfance aux autres résidents. 6 mois après mon arrivée au foyer,
quelque chose d'inattendu s'est produit. La mairie organisait un événement sur les droits des personnes âgées, et Madame Ruth m'a suggéré pour un témoignage. Fille Carmen, vous avez une histoire puissante à raconter, et vous parlez si bien, avec tant de vérité et d'émotion. J'ai accepté l'invitation avec un mélange de nervosité et de détermination. Je n'avais jamais parlé en public, mais je sentais que j'avais quelque chose d'important à partager. L'auditoire était plein. Il y avait des autorités municipales, des professionnels de santé, des travailleurs sociaux, des familles de personnes âgées, et aussi quelques personnes âgées vivant des situations difficiles. Quand on m'a appelé sur scène, j'ai senti mes jambes trembler, mais j'ai respiré profondément, et j'ai marché avec la dignité que j'avais reconquise. J'ai commencé à raconter mon histoire sans autopitié, en relatant simplement les faits. J'ai parlé des sacrifices d'une vie dédiée à la famille, de la façon dont un amour mal dirigé peut devenir une permissivité destructrice, de la façon dont la dépendance financière peut nous rendre vulnérables aux abus, de la façon dont le silence face à l'injustice est complicité. Mais surtout, j'ai parlé de renaissance. Fille, souvent, les gens nous traitent comme des rebuts, et je dis, regardant directement le public, fils comme les restes de ce que nous étions un jour, ils nous voient comme des fardeaux, comme des obstacles, comme des problèmes à résoudre. Mais je suis là pour dire que personne, absolument personne, n'est le rebut de quoi que ce soit. Ma voix est devenue plus ferme au fur et à mesure que je continuais. Fils, nous sommes des graines qui peuvent encore fleurir. Je pensais que mon histoire était terminée quand j'ai atteint 70 ans. Je pensais que le reste de ma vie serait simplement d'attendre la mort, en acceptant les quelques miettes d'attention ou d'affection que les autres voudraient bien me donner. Mais j'ai découvert qu'il restait des chapitres importants à écrire. Fils, j'ai regardé au fond de la salle, et j'ai failli perdre mon sang-froid. Henri était là, essayant de se cacher parmi les autres présents, les larmes coulant sur son visage. Nos regards se sont croisés un instant, et j'y ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Fils Néreset, les au sopan, fils et pas, les poursuivit mon discours. Maintenant non seulement pour le public, mais pour mon fils qui avait enfin trouvé le courage de venir m'écouter. Fils Néreset, la dignité n'est pas quelque chose que les autres peuvent nous donner ou nous enlever. C'est quelque chose que nous portons en nous, même lorsque tout autour semble conspirer pour nous faire oublier cela. Mais parfois, nous devons avoir le courage de la défendre, de la revendiquer, même si cela signifie des changements douloureux dans nos vies. Fils, pendant des années, j'ai accepté d'être traité comme inférieur, parce que je pensais ne pas avoir le choix, parce que je croyais qu'à mon âge, avec ma dépendance, je devais être reconnaissante de tout ce que je recevais. Mais j'ai appris que nous avons toujours le choix, même lorsque cela semble impossible, même lorsque cela exige un courage que nous pensons ne pas avoir. Fils, aujourd'hui à 72 ans, je suis plus heureuse que je ne l'ai été au cours des 10 dernières années. Non pas parce que ma vie est parfaite, mais parce qu'elle est la mienne. Je me réveille tous les jours en sachant que je suis respecté, que mes besoins seront satisfaits, que mon opinion a de la valeur. Et surtout, Supra, je sais que j'ai encore beaucoup à offrir au monde. Fils T, je fais une pause, sentant le silence attentif du public. Fils aux familles qui sont ici aujourd'hui, je disais aimer quelqu'un signifie le respecter, non seulement le nourrir ou le loger. Cela signifie le voir comme un être humain complet, avec des droits, des sentiments et de la dignité. L'amour qui humilie n'est pas de l'amour, c'est de la possession. Le soin qui diminue n'est pas du soin, c'est du contrôle. Fils aux personnes âgées, qui traversent peut-être des situations difficiles. Je disais, vous n'êtes pas jetables, vous n'êtes pas des fardeaux, vous avez le droit d'être traités avec respect, indépendamment de votre âge ou de votre état. Et si ce respect n'existe pas là où vous êtes, demandez de l'aide. Il y a des gens prêts à vous écouter, à vous aider, à vous proposer des solutions. Fils, parce qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, il n'est jamais trop tard pour refleurir. Fils, les applaudissements ont commencé lentement et ont grandi jusqu'à devenir une ovation debout. Des larmes coulaient sur le visage de nombreuses personnes dans la salle. J'ai vu des jeunes émus, des professionnels de santé touchés, des familles réfléchissant à leurs propres attitudes. Quand je suis descendu de la scène, plusieurs personnes m'ont abordé.
Une jeune assistante sociale m'a remercié d'avoir donné une voix aux situations qu'elle voyait quotidiennement dans son travail. Un monsieur de 80 ans m'a dit que mon discours lui avait donné le courage de chercher de l'aide pour sa propre situation. Une infirmière m'a dit qu'elle transmettrait mon message à toutes les personnes âgées qu'elle soignait. Mais c'est quand j'ai vu Henri s'approcher que mon cœur s'est emballé. « Fils m'aimant » a-t-il dit, la voix tremblante d'émotion. « Fils, vous avez été magnifique. J'ai tellement fierté de vous et tellement honte de moi-même. » Fils Néa, j'ai pris ses mains avec tendresse. Fils Néa, les Néa, a-t-il soinchi, des Néa, dit-il à Soin. Ce qui compte, c'est que tu sois là maintenant, que tu aies réussi à voir. Fils Néa, Juliette et moi, nous nous sommes séparés, a-t-il dit, baissant les yeux. Fils Néa, quand j'ai vu comment vous étiez à l'hôpital, quand j'ai compris ce qui s'était vraiment passé, je n'ai plus pu vivre avec elle. Je n'ai plus pu faire semblant de ne pas voir. Fils, et vous vous sentez bien avec Sadse? Je le suis. Pour la première fois depuis des années, je suis honnête envers moi-même. Madame m'a toujours appris la valeur du caractère, à faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. J'avais oublié ces leçons, mais elles sont revenues. Nous avons discuté pendant près d'1 heure, après l'événement. Henri m'a parlé de sa nouvelle vie, de comment il redécouvrait qui il était vraiment, sans l'influence toxique de Juliette. Il a évoqué sa thérapie, sa découverte de soi, et combien il souhaitait reconstruire notre relation. « Puis-je vous rendre visite régulièrement ?» demanda-t-il, avec une humilité qu'il n'avait pas affichée depuis des années. « Bien sûr, vous serez toujours le bienvenu, mais désormais, notre relation sera différente. Elle sera basée sur le respect mutuel, pas sur l'obligation ou la culpabilité. » Il acquiesça, comprenant. Dans les mois qui suivirent, Henri est devenu un visiteur régulier du foyer. Pas seulement le mien, mais celui de tous les résidents. Il adopta une attitude respectueuse et affectueuse envers chacun des aînés, comme s'il compensait les années où il avait été indifférent à ma souffrance. Il apportait des fleurs à Madame Laude, jouait au domino avec Monsieur Antoine, écoutait les récits de guerre de Monsieur Jean. Quant à Juliette, j'ai appris par Henri qu'elle avait tenté de le contacter après notre séparation, mais qu'il avait fermement maintenu ses distances. Certaines personnes ne changent pas, maman, et je ne peux plus accepter de vivre avec quelqu'un qui ne respecte pas les gens que j'aime. Ma vie au foyer a fleuri de manières inimaginables. En plus des activités régulières, j'ai commencé à donner des conférences occasionnelles sur mon expérience. D'autres institutions m'invitaient à parler des droits des personnes âgées, du dépassement de soi, de l'importance du respect dans la vieillesse. J'ai également repris de vieux hobbies et découvert de nouveaux talents. J'ai recommencé à peindre à l'aquarelle, chose que je n'avais pas faite depuis ma jeunesse. J'ai commencé des cours d'informatique, oui, à 72 ans, et j'ai appris à utiliser l'ordinateur et Internet. J'ai même créé un petit blog où je partage des recettes traditionnelles et des réflexions sur la vie. Le jardin du foyer est devenu mon projet spécial. Avec l'aide des autres résidents et le soutien de l'administration, nous avons transformé un espace auparavant simple en une véritable œuvre d'art botanique. Chaque plate-bande comportait des plantes soigneusement choisies. Chaque allée était dessinée avec amour. Les visiteurs ne cessaient de complimenter notre potager d'herbes aromatiques et notre jardin de fleurs. Mais peut-être la transformation la plus significative a-t-elle été interne. J'ai retrouvé mon estime de soi, ma joie de vivre, ma curiosité pour le monde. J'ai recommencé à avoir des projets, des rêves, des attentes. Je n'attendais plus seulement que les jours passent. Je les vivais intensément. Un matin, près de 2 ans après mon arrivée au foyer, j'ai reçu un appel inattendu. C'était une productrice de télévision qui avait assisté à l'une de mes conférences. Elle voulait faire un documentaire sur des personnes âgées qui avaient transformé leur vie et souhaitait que je sois l'une des protagonistes. Madame Carmen, dit la productrice, votre histoire est trop inspirante pour rester confinée à des conférences locales. Nous voulons la partager avec tout le pays. J'ai accepté l'invitation avec enthousiasme. Si mon expérience pouvait aider d'autres personnes âgées dans des situations similaires, si elle pouvait sensibiliser les familles à l'importance du respect, si elle pouvait changer ne serait-ce qu'une seule vie, cela en vaudrait la peine. Les enregistrements ont duré 1 semaine. L'équipe est venue au foyer, a filmé ma routine, mes activités, mes conversations
les autres résidents. Ils ont également enregistré Un long entretien où j'ai raconté toute mon histoire, depuis les années de sacrifice où j'ai élevé Henri seul, en passant par l'humiliation et l'abandon. Jusqu'à ma renaissance au foyer. Le documentaire a été Diffusé 6 mois plus tard, à l'échelle nationale. Il a eu un retentissement inespéré. Des milliers de personnes m'ont écrit via la productrice, racontant leurs propres expériences avec des personnes âgées maltraitées ou partageant comment mon histoire les avait inspirés à changer leurs attitudes. J'ai reçu des lettres de Petits-enfants qui avaient décidé de se rapprocher de leurs grands-parents, d'enfants qui reconnaissaient négliger leurs parents âgés, de professionnels de santé. qui avaient changé leur approche dans les soins aux personnes âgées. Certaines des messages les plus touchants Provenaient d'autres personnes âgées qui avaient trouvé le courage de demander de l'aide dans leur propre situation difficile. Henri a Regardez le documentaire avec fierté et émotion. Maman, vous êtes devenue une source D'inspiration nationale, a-t-il dit après la diffusion. Combien de Personne n'avez-vous pas déjà aidé avec votre courage? Quand je regarde en arrière Vers cette femme silencieuse qui acceptait des miettes dans la cuisine d'une maison qui n'a jamais vraiment été la sienne, je ressens de la compassion, non de la colère. elle a fait de son mieux, Avec les ressources émotionnelles dont elle disposait à l'époque, mais lorsque la vie lui a offert une nouvelle chance, elle a eu la sagesse de l'accepter. Mon histoire ne s'arrête pas là. à 74 ans, Je fais encore des projets, j'ai encore des rêves, je crois encore aux nouveaux aurores. j'écris un livre sur Mon expérience, je participe à un projet visant à créer des maisons de retraite plus humaines dans le pays, et je développe un jardin thérapeutique qui servira de modèle à d'autres. Institutions. parce que j'ai découvert que la fin de La jeunesse ne signifie pas la fin des possibilités. J'ai découvert que l'âge Apporte la sagesse, et que la sagesse peut être une force transformatrice. J'ai découvert que se Respecter soi-même est le premier pas pour être respecté par les autres. Et surtout, j'ai découvert que nous sommes tous, toujours, des graines Prêtes à fleurir. peu importe combien D'hiver nous avons déjà traversé. Peu importe à quel point la terre autour de nous peut paraître aride. au fond de chacun De nous, il y a la capacité de renaître, de recommencer, d'écrire de nouveaux chapitres de notre histoire. Il suffit d'avoir le courage de croire que nous méritons plus que des restes. Il suffit d'avoir La force de chercher le sol où nous pourrons fleurir. Il suffit d'avoir la patience d'attendre notre propre printemps. Il arrive toujours, pour nous tous, à tout âge. Il suffit d'être prêt à le recevoir.